Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir répondu présent à cette troisième rencontre dans le cadre du Forum africain de recherche économique et sociale. Donc, nous avons donc l'honneur de recevoir mettre les microphones de tout le monde là. Voilà, voilà. Donc, nous avons donc le plaisir de recevoir Monsieur Komi Sowou, donc, qui a bien voulu accepter notre invitation pour venir présenter un travail de recherche qu'il a publié dans la revue Journal African Trade. Donc, il va nous parler de l'intégration. Komi, tu peux désactiver les microphones et tu peux le faire à ton niveau. Oui, exactement. Voilà. Voilà, donc, il va nous présenter donc son travail de recherche qui porte sur l'intégration des agriculteurs dans le cadre du commerce mondial. Et là, il va mettre l'accent sur les agriculteurs qui interviennent dans la filière cacao en Afrique, principalement. Donc, peut-être quelques mots de bio. Donc, Komi, donc c'est un économiste, un analyste avec la CNUSET, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Maintenant, avant cela, il était à la CIA, donc la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Maintenant, la plupart de ses intérêts de recherche, mais également professionnels, portent sur les questions en rapport avec le commerce, l'industrialisation, les chaînes de valeur, mais également l'analyse des marchés des produits de base, mais également le financement. Donc, c'est quelqu'un qui a été formé à l'Université de Laval. Il a obtenu son MBA en économie quantitative. Donc, c'est un plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, il va nous présenter son travail. On va lui donner 15 à 20 minutes pour cela. Maintenant, au terme de cela, on aura 15 à 20 minutes pour interagir avec lui, avec des questions-réponses et revenir peut-être sur certains points qu'il a développés. Donc, sans plus tarder, Komi, donc je vous redonne la parole. D'accord. Merci, Prof. Sec. Donc, comme je le disais tantôt, l'idée, c'est de présenter brièvement l'aspect, comment on peut mesurer le degré d'intégration des producteurs vis-à-vis des marchés mondiaux à travers la relation entre les prix producteurs et prix internationaux. Bien évidemment, le travail que je vais présenter aujourd'hui va se focaliser sur le secteur du cacao. Donc, nous allons commencer par avoir une petite opinion, disons, sur la motivation et les questions de recherche. Vous allez m'excuser parce que de temps à autre, je reviendrai sur certaines expressions qui sont plus ou moins anglophones et certains de mes slides aussi sont en anglais du fait que voilà, l'article a été publié en anglais et certains des graphiques et autres aussi sont en anglais. Donc, comme vous le savez sans doute, je pense que le cacao, c'est un secteur qui est porteur pour le continent. Malheureusement, depuis des décennies, l'Afrique continue par dépendre majoritairement de l'exportation de fèves de cacao et la valeur ajoutée par rapport au cacao, même si ça commence par se relever, est encore minime par rapport à ce qu'on peut avoir, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les pays comme la Suisse deviennent les réexportateurs majeurs de fèves de cacao, puisque les négociants sont localisés dans ces pays-là. Mais il faut signaler que le cacao est produit par 5 à 6 millions de producteurs dans le monde, surtout en Afrique et en Asie, et en Amérique latine aussi, et contribue à la subsistance d'environ 40 à 50 millions de personnes à travers le monde. Et vous le savez tout le temps, vous le savez tous, que le cacao, c'est important comme ingrédient dans les industries de la confiserie. Bien évidemment, je ne sais pas qui n'aime pas le chocolat, et plus récemment, beaucoup plus aussi dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Mais
il y a une étude qui a été faite en 2015, qui a été par une fondation appelée Cocoa Barometer, et qui ont essayé d'évaluer à peu près combien les cacaoculteurs perçoivent la valeur que perçoivent les cacaoculteurs sur la chaîne de valeur cacao-chocolat représente moins de 7%. Ça veut dire que sur 100 $ de valeur ajoutée sur la chaîne de cacao, ce qui revient en fait aux producteurs, c'est moins de 7 $. Donc, vous voyez à peu près là où se situent les agriculteurs, les cacaoculteurs aujourd'hui. Et ce n'est pas uniquement le cas du cacao, on peut en parler de café, de riz aussi. Les constats, c'est que les agriculteurs n'arrivent pas à capturer une valeur assez importante qui est créée le long de ces chaînes de valeur-là. Bon, bien évidemment, vous le savez sans doute, que dans les années 80-90, il y avait eu un certain nombre de réformes. Et l'objet de ces réformes-là, c'était de libéraliser le marché, les marchés, notamment par exemple le marché de cacao, qui est notre point de discussion aujourd'hui. L'idée, c'était aussi de pouvoir améliorer la concurrence à travers ces réformes-là, éliminer les distorsions au niveau national pour pouvoir effectivement aboutir, par exemple, à une augmentation des prix reçus par les producteurs et autres. Mais l'idée principale, la question principale, c'est que ces réformes ont vraiment eu l'effet escompté. Donc, pour revenir un peu sur les objectifs des réformes commerciales dans le secteur du cacao, premièrement, c'était donc d'améliorer la concurrence et l'efficience des marchés et donc aboutir à une augmentation des prix à la production, le prix des producteurs, et aussi de réduire les distorsions, que ce soit au niveau des taxes, des coûts de transaction, qui habituellement isolaient donc les cacaoculteurs des marchés mondiaux. Donc, l'idée, c'était vraiment d'arriver à une meilleure intégration des marchés nationaux aux marchés mondiaux. Donc, ce qui se passe au niveau du cacao, comme vous le savez, les fèves de cacao, souvent, quand c'est récolté, séché sur les champs, il y a des zones, des points de collecte où des négociants viennent les acheter. Et souvent, une bonne partie de ce cacao, de ces fèves de cacao sont exportées sur les marchés mondiaux. Bien évidemment, au niveau international, il y a 2 grands marchés à Londres et à New York où les prix mondiaux de cacao, de fèves de cacao, sont affichés. Et donc, les prix payés aux producteurs dépendent au fait de ces prix existants sur les marchés mondiaux. Donc, c'est très important de comprendre comment les prix sont déterminés dans un marché pour pouvoir analyser les relations entre ces prix-là. Mais la question fondamentale, c'est de ce qu'on se posait donc pour ce papier, c'était de savoir, après 2 ou 3 décennies de leur mise en œuvre, si ces politiques de libéralisation commerciale dans les pays producteurs de cacao ont vraiment eu les effets escomptés. Donc, est-ce qu'on a abouti, on a réalisé les objectifs des réformes? Donc, pour répondre à cette question, nous avons donc travaillé sur un nombre un modèle. Il y a ce qu'on appelle, il y a un certain nombre de modèles qui permettent d'estimer les relations entre prix. Alors, comme je vous expliquais tantôt, on sait que les prix aux producteurs dépendent des prix des marchés mondiaux. C'est-à-dire, avant de négocier ces prix-là, les négociants doivent regarder ce qui se passe au niveau mondial et pouvoir négocier. Souvent, les contrats au niveau mondial, pour ceux qui ont un background un peu aussi en finance et autres économies, vous devez savoir qu'il y a certains types de contrats qu'on appelle des contrats à terme qui permettent de déterminer aujourd'hui le prix d'une marchandise dans 2 mois, dans 3 mois.
Donc, il y a ces contrats à terme qui sont signés sur les marchés mondiaux et donc, ça permet donc aux négociants au niveau local de négocier les prix avec les producteurs de fèves de cacao. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une relation de court ou bien de long terme entre les prix payés aux producteurs et les prix mondiaux de cacao qui, dans ce contexte spécifique, serait illustré par Y qui est égal à alpha plus bêta X, dans le cadre où X désigne les prix mondiaux et Y les prix aux producteurs. Bien important. Pourquoi ce n'est pas dans l'autre sens? Parce que les prix aux producteurs dépendent des prix mondiaux et pas nécessairement pas le contraire. C'est-à-dire les prix mondiaux ne dépendent pas des prix nationaux, mais c'est plutôt les prix nationaux qui sont déterminés sur la base de ce qui prévaut ou ce qui prévaudra sur les marchés mondiaux. Donc, c'est pourquoi c'est plus le prix mondial maintenant, le prix mondial qui devient X, qui explique. Maintenant, et donc, dans cette relation bêta, est donc l'élasticité de long terme, en termes économiques. Désolé. Bien évidemment, ce qu'il y a en termes de ces modèles à correction d'erreurs, on parle de co-intégration, c'est-à-dire qu'il y a une relation stable de long terme qui existe en ces prix-là par rapport à tout ce que je viens d'expliquer précédemment. Mais si ces relations existent véritablement, le terme U, le terme d'erreur U, qui est donc qui est issu de la relation, de la différence entre le Y et le bêta X, doit être un processus stationnaire. Bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas trop étudié les relations, les séries temporaires, brièvement, il y a des processus stationnaires, non stationnaires. Stationnaires, quand vous savez, par exemple, si le processus tourne autour d'une moyenne sur le long terme, donc on dira que c'est plus ou moins stationnaire. Alors, si vous avez une relation stable de long terme, donc l'équation, la troisième équation, qui est appelée l'équation de co-intégration, va regresser la différence entre Y, qui est différenciation au niveau du prix au producteur, sur le delta X, qui est donc la variation de prix au niveau mondial, c'est les prix mondiaux X, et qui va aussi tenir compte de décalage, c'est-à-dire de déséquilibre qui peut arriver à court terme, qui est donc le U, et vous voyez ici le U à l'instant T-1. Donc, c'est le décalage qu'il y a eu à la période précédente. Et donc, si c'est un processus stable, le facteur gamma, c'est un facteur qui va mesurer donc comment l'écart va se réajuster au fur et à mesure qu'on passe à l'instant T. Donc, c'est une relation assez simple, mais qui peut être complexe quand il s'agit de l'interprétation. Mais de base, le coefficient θ, ici, ça mesure la relation de court terme. Comme vous le voyez, comment varie Y quand X varie de 1%, par exemple, c'est ce que θ nous donne. Maintenant, quand il y a eu un écart par le passé, c'est-à-dire la période précédente, comment se fait l'ajustement? C'est le gamma, le coefficient gamma qui nous le donne. Donc, c'est un peu juste pour vous expliquer. Maintenant, quand vous avez les deux coefficients clés, θ et gamma, à partir de ces coefficients, vous pouvez calculer la proportion d'ajustement global de Y sur les variations de X après N périodes. La formule aussi est donnée, c'est aussi simple. C'est pas du tout compliqué de démontrer ça, mais ce n'est pas aujourd'hui l'objet de la rencontre. L'objet ici, c'est de vous dire que une fois que vous avez une relation de co-intégration, vous pouvez estimer la proportion d'ajustement et je vais certainement l'illustrer après.
Bien évidemment, pour des questions de convergence et autres, le gamma doit être plus ou moins, doit être inférieur à 1 et ainsi de suite. Au-delà de ça, nous sommes ici dans le cadre de mesures de politique commerciale. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de dire, avant les réformes, on va estimer notre modèle. Après les réformes, on estime aussi un autre modèle et on compare les coefficients, que ce soit les coefficients qui mesurent les relations de court terme ou les coefficients qui mesurent les relations de long terme entre les variations des prix. Alors, ça peut se faire séparément, mais si vous n'avez pas assez de données, ce qui est souvent le cas, vous pouvez introduire un dummy multiplicatif dans vos équations pour essayer donc de tenir compte de tous vos variables, mais ces dummy multiplicatifs vont tenir compte, vont sortir l'effet après les périodes d'ajustement. Donc, dans le cadre de l'équation, des équations que vous voyez, les deux dernières équations en bas, on a introduit donc un dummy multiplicatif. Et donc, le alpha 1 va permettre de capter l'effet avant, c'est-à-dire avant les effets, les coefficients d'ajustement avant les réformes, et alpha 2 va donc permettre de capter les effets après les réformes. Et donc, le dummy correspond donc à la date de rupture qui est nécessairement, dans notre cas, la date où la réforme a été mise en œuvre. Bien évidemment, vous savez, quand les réformes sont mises en œuvre, ça prend du temps. Donc, quand est-ce que les effets même de la réforme ont commencé par avoir eu lieu? Des fois, ce n'est pas évident de les capter parce qu'on n'a pas des dummies progressifs. Les dummies prennent 1 et 0. Donc, on suppose que ça commence à partir de l'année où la législation et autres ont commencé, les réformes ont commencé. Dans le secteur du cacao, c'est plus ou moins ce qui se passe. Dans d'autres contextes, par exemple, vous savez que l'Afrique est en train de mettre en place certainement une zone de libre-échange qui doit commencer l'année prochaine. Après quelques années, 5 ou 10 ans, on pourra voir si ça a eu des effets escomptés à travers des modèles économétriques ou d'autres modèles, par exemple, modèle à équilibre général qui peut se faire actuellement. Mais l'idée, c'est d'utiliser cette donnée pour capter la date de rupture. Donc, c'est à peu près c'est ce modèle qui sera utilisé. Bien évidemment, il faut comprendre les coefficients. Alors, pour les prix mondiaux, il y a un certain nombre de prix qu'il faut considérer. Est-ce que vous regardez bien, vous voyez bien ma présentation quand même? Oui, je crois qu'on vous voit bien, hein? Tout va très bien ici. Ok, d'accord, parfait. Oui, oui, ça va. Au niveau des prix mondiaux, les fèves de cacao, donc c'est les prix en dollars, ont été convertis en dollars, mais comme je vous ai dit, il y a un marché à Londres et un marché à New York où les fèves de cacao sont cotées par tonne et il y a l'Organisation internationale du cacao qui donc calcule une moyenne de ces prix-là. Donc, c'est facile d'aller vers l'Organisation internationale du cacao pour avoir la moyenne mensuelle ou annuelle de ces prix-là. Les prix aux producteurs, là, il faut aller vers les statistiques de FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, pour voir les prix aux producteurs. Mais bien évidemment, nous avons aussi essayé de comparer ces prix par rapport. Nous avons approché les pays aussi pour voir à peu près leur prix. Donc, on n'a pas vu vraiment de différence. Des fois, au niveau des institutions internationales vont faire des petits ajustements pour essayer, pour pouvoir comparer ces prix. Pour les pays ciblés, on a pris des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun, qui sont des grands producteurs en Afrique. Indonésie, c'est le plus grand producteur en Asie et l'Équateur, l'un des plus
grands producteurs par rapport au marché en Amérique latine. Les dates de voilà, les dates de libéralisation, c'est important pour pouvoir déterminer notre DOMI. Par exemple, au Cameroun, la libéralisation du marché domestique a commencé durant la saison de record 89-90. Donc, on a donc pris 90 comme année de rupture. Pour la Côte d'Ivoire, c'est durant la saison 95-96 que le gouvernement a autorisé les exportateurs à acheter directement le cacao des agriculteurs. Mais avant, les agriculteurs devaient le vendre à une institution publique qui était en charge de l'exportation. Mais aujourd'hui, le marché ivoirien est libéralisé dans le sens où, en tant que privé, vous pouvez aller directement acheter le cacao. Bien évidemment, vous devez vous enregistrer, ainsi de suite. Donc, il y a eu un certain nombre d'éléments dans les autres pays. Au Ghana, la particularité du Ghana, c'est que même si le marché est libéralisé, c'est le marché interne qui est libéralisé. Dans ce sens où vous pouvez, en tant que privé, aller acheter chez les agriculteurs, mais vous êtes obligé de le vendre à une institution nationale qui s'appelle le Ghana Cocoa Board, et c'est le Ghana Cocoa Board qui s'occupe de l'exportation. Donc, vous allez voir que là-bas, c'est une libéralisation plus ou moins partielle quand il s'agit de libéralisation commerciale, ainsi de suite. Il y a des pays comme l'Équateur ou l'Indonésie où l'intervention du gouvernement a été historiquement faible. On le verra aussi dans les résultats. Alors, à partir de là, on va voir un peu l'effet stylisé sur les prix. En gris, la surface en gris qui bouge, ça, c'est les prix mondiaux. Ça, c'est le coût de fèves au niveau mondial. Les autres prix, par exemple, au Cameroun, c'est le prix au producteur. La ligne en bleu, Côte d'Ivoire avec des pointillés en orange, Équateur, Indonésie, Ghana. Si vous voyez, à l'exception de Ghana, où il y a eu un pic dans les années 82 qui était dû au fait à une politique monétaire qui faisait que le taux de change n'était pas nécessairement ce qui reflétait, ce devait se refléter sur les marchés. On a quand même, de manière générale, vous allez voir que le prix payé aux producteurs, historiquement, suit, grosso modo, les cours de fèves de cacao sur le plan mondial. Donc, à première vue, on a l'impression quand même qu'il y a une relation de long terme. C'est ce que je vous disais. La présomption de relation de co-intégration entre les prix mondiaux et les prix producteurs dans chaque pays. Mais il faudra faire des tests maintenant techniques, économétriques et statistiques pour montrer cela. Alors, d'abord, quand je vous ai présenté le modèle, je vous ai dit qu'il était important aussi de voir la stationnarité des processus. Bien évidemment, lorsque vous avez des modèles économétriques, il faut s'assurer quand même que vos variables sont stationnaires. Ici, il y a un certain nombre de tests. Pour ceux qui ont fait les cours d'économétrie, tous ces tests sont aujourd'hui programmés dans Stata ou autres logiciels. Vous avez des tests augmentés de Dickey-Fuller ou des tests de Philippe de Perron. Ça, c'est encore les cours plus techniques d'économétrie. Mais juste pour vous dire que en level haut niveau, les prix ne sont pas stationnaires. Mais en différenciation, c'est-à-dire les delta prix, sont donc des variables stationnaires. Maintenant, il faut passer au test de co-intégration. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a une relation de long terme qui existe entre ces prix-là? Donc, ce que j'avais expliqué, c'est qu'on devrait estimer le modèle prix, c'est-à-dire regresser les prix mondiaux sur les prix aux producteurs et tester le résidu.
Et voilà à peu près quel que soit le test utilisé, que ce soit ADF, qui est Augmented Dickey-Fuller, qui est le test de Dickey-Fuller ou le test de Perron, ces tests nous disent que les termes d'erreur donc sont stationnaires. Ça veut dire que les tests quantitatifs viennent confirmer le fait qu'il y a une relation de long terme entre les prix. Alors, nous allons donc, après donc l'existence de la relation, nous passons donc à l'estimation du modèle à correction d'erreur et nous avons les résultats des coefficients comme θ et gamma, qui sont des coefficients de short term et des coefficients de court terme et des coefficients de long terme, qui est le gamma adjustment coefficient. Donc, en vert, c'est les coefficients avant les réformes et en bleu, vous avez les coefficients après les réformes. Si nous prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, ou bien prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. L'ajustement de court terme avant les réformes, le coefficient d'ajustement est de 0,12. Et après les réformes, vous voyez que le coefficient est passé à 1, à presque 100%, on veut dire. C'est la valeur maximale. Donc, si le coefficient, ça veut dire que la transmission entre les prix, au moins à court terme, est assez rapide. Pour les coefficients d'ajustement, puisque les coefficients d'ajustement, c'est un retour à la normale, c'est des coefficients qui doivent être négatifs. Je pense que j'ai oublié d'insister. Si vous avez un coefficient, vous faites un modèle de correction d'erreur, que vous avez un coefficient positif pour le coefficient d'ajustement gamma, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, c'est des coefficients de retour à l'équilibre. Donc, pour les questions de convergence, ça doit être négatif. On voit bien qu'au niveau, en Côte d'Ivoire, avant les réformes, le coefficient d'ajustement en valeur absolue, qui est de 0,40, est passé aussi à 1. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, ces réformes-là ont accéléré la manière dont les prix sur les marchés mondiaux se transmettaient aux prix sur les marchés nationaux. Voilà, effectivement. Donc, on serait tenté à dire qu'effectivement, les politiques commerciales ont, de manière générale, permis une meilleure intégration des marchés nationaux, des prix aux producteurs vis-à-vis des marchés mondiaux. Donc, voilà un peu le cas aussi dans d'autres pays. Même si vous voyez très bien que les coefficients ne sont pas nécessairement statistiquement significatifs pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana avant les réformes. Mais tous les coefficients sont devenus significatifs, bien évidemment, à 1, 5 ou 10% après les réformes. Donc, on voit très bien que ces réformes-là ont eu un impact. Pour le Cameroun, même après les réformes, on n'a pas, à court terme, on n'a pas de significativité, mais à long terme, on a une significativité. Dépendamment des caractéristiques des marchés internes, il y a des ajustements qui sont plus rapides ou pas. Le cas du Ghana peut s'expliquer par l'intervention continue du gouvernement même à présent. Alors, juste pour vous montrer, je vous parlais d'un coefficient K qui est un coefficient d'ajustement qui est obtenu à partir des coefficients estimés. Donc, le cas nous dit au fait la proportion d'ajustement qui a eu lieu après N période. Si nous avons travaillé ici sur des données annuelles, donc notre N ici, c'est chaque année. Comme vous le voyez, si je prends le cas du Cameroun, en bleu, vous avez la proportion d'ajustement avant les réformes. Et en pointillé orange, vous avez les proportions d'ajustement après les réformes. Donc, vous voyez que toute déviation qu'il y a eu, ça prenait du temps, un peu plus de temps avant les réformes qu'après les réformes. Donc, tout dépend des coefficients qu'on a obtenus pour θ et gamma et donc le cas.
le cas de, c'est-à-dire, vous voyez rapidement qu'au Cameroun, on a l'orange atteint rapidement les 100% que le bleu. Donc, ça vient aussi confirmer encore que les réformes ont permis un ajustement plus rapide des prix des producteurs par rapport aux prix mondiaux. Maintenant, quand on compare au fait les prix, bien évidemment, comme vous le savez, l'objectif, l'un des objectifs de cette libéralisation commerciale, c'est de pouvoir augmenter aussi le prix aux producteurs. Alors, ce graphique, ce que ça nous montre, c'est en pourcentage le prix aux producteurs vis-à-vis du prix, des prix mondiaux à travers plusieurs périodes. Quand on prend le Cameroun, vous allez voir 1986, c'est sur des périodes 90, le prix moyen 91, 95, 96, 2000, 2000, 2005, 2006 et 2012. Alors, ici, on n'a pas l'impression, même si on a vu au niveau des résultats qu'il y a une transmission améliorée des prix, on n'a pas l'impression qu'au niveau des prix aux producteurs vis-à-vis des prix mondiaux, qu'il y a une progression. Et donc, ceci peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Je vais essayer brièvement d'illustrer à travers ce graphique. Le rouge, la ligne rouge étant les prix mondiaux, de manière assez abstraite. Là, vous avez une relation qui vous donne le prix Y qui, certainement, est à un prix de base X0 avec des ajustements bêta X, qui est le... Donc, il y a un prix de départ et après, on fait des ajustements pour tenir compte des prix, de l'évolution des prix sur les marchés mondiaux pour pouvoir payer les agriculteurs. Et il faut regarder ces grands Y et grands X comme étant des variations pour essayer de comprendre. Alors, on peut avoir, comme le rouge le montre, une évolution des prix à partir d'un instant 1 jusqu'à l'instant 10. Alors, ce qui se passe, c'est que vous pouvez aussi avoir une augmentation des prix qui n'est pas nécessairement proportionnelle à une augmentation de prix sur les marchés mondiaux. Ce qui veut dire qu'en bleu, oui, vous avez une augmentation des prix producteurs. Si on prend le vert et le bleu comme des prix producteurs, vous avez une augmentation des prix producteurs, mais qui ne se fait pas dans la même proportion que l'augmentation des prix au niveau mondial. Et donc, vous avez ce décalage, même si vous avez une augmentation des prix aux producteurs en bleu. En vert, vous pouvez aussi avoir une augmentation, mais peut-être une augmentation qui est plus rapide que l'augmentation des prix mondiaux, qui va faire qu'on va réduire la marge entre les prix mondiaux et les prix nationaux. J'espère que vous voyez à peu près les différents cas de figure qui peuvent exister. Alors, ce qui peut se passer, c'est que le bleu explique plus la situation, surtout des pays africains, où, oui, on a une augmentation des prix aux producteurs, une meilleure intégration en relation entre les prix, mais l'augmentation des prix aux producteurs ne se fait pas nécessairement dans les mêmes amplitudes que l'augmentation des prix mondiaux. Ce qui fait que, oui, les prix ont augmenté en termes probablement absolus pour les producteurs, mais pas à une vitesse qui permet un meilleur ajustement de ces prix pour qui rémunèrent bien sûr les agriculteurs à leur juste valeur. Bien, on va bientôt terminer. Alors, quelles sont les implications en termes de politique? Comme je vous ai dit, nos travaux de recherche débouchent aussi sur des recommandations de politique au gouvernement. Mais comme je vous ai dit, on remarque toujours il y a un déphasage, comme je l'ai dit, entre les cours mondiaux et les cours nationaux, les prix aux producteurs de la fève de cacao. Alors, ce qui veut dire que si je reviens un peu derrière sur la ligne en bleu, ce qui veut dire que ce qu'on peut faire, c'est de bouger toute la droite, c'est-à-dire les coordonnées à l'origine vers le haut. Alors, en termes concrets,
qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix de départ aux producteurs, il faut le pousser vers le haut. C'est pourquoi certains pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana ont instauré un prix minimum aux producteurs. Donc, au début de chaque saison de récolte de cacao, il y a un prix minimum qui doit être payé aux cacaoculteurs. Donc, le prix minimum, c'est fixé par le gouvernement. Donc, ce n'est pas le prix de vente, mais le gouvernement fixe un prix minimum et aux agriculteurs maintenant de négocier avec les négociants de cacao. Alors, il y a un certain nombre d'autres facteurs domestiques qui font que, malgré qu'il y a une meilleure intégration entre les prix, il y a toujours des facteurs qui empêchent les cacaoculteurs, les producteurs d'avoir des prix élevés par rapport à ce qu'il y a sur les marchés mondiaux. Il y a toujours des tarifs, les coûts de transport, surtout dans le contexte africain. Il y a aussi la structure des marchés. Vous savez, par exemple, au niveau du cacao et dans beaucoup de produits agricoles, il y a peu d'acheteurs qui font face à un nombre important de producteurs. Donc, ça affaiblit la capacité des producteurs à négocier. Et dans certains pays, le prix minimum devient le prix de vente, puisque les agriculteurs n'arrivent pas à négocier, ils n'ont pas le pouvoir de négociation. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, il faut promouvoir les marchés plus compétitifs. Il faut pouvoir autonomiser les producteurs aussi, il faut les autonomiser, les regrouper pour qu'ils aient des pouvoirs de négociation face aux négociants, que ce soit nationaux ou internationaux, qui sont souvent en petit nombre. Bien évidemment, il faut aussi des marchés assez transparents pour les producteurs et négociants. Il faut continuer à travailler sur les coûts de transaction. Et bien évidemment, il faut promouvoir la diversification. Il faut ajouter de la valeur. Il faut diversifier au niveau, certainement, de l'agriculteur. On ne demande pas nécessairement à l'agriculteur d'investir dans la production de cacao parce que c'est très compliqué, c'est très coûteux, mais l'agriculteur peut utiliser d'autres produits, d'autres sous-produits de fèves de cacao, comme les carboses de cacao peuvent être réutilisés. Il faut promouvoir aussi la diversification, il faut ajouter de la valeur au niveau local, c'est-à-dire national. Les fèves de cacao peuvent être transformées localement et plus on crée de la valeur dans l'économie nationale, plus on sera sensible à payer les agriculteurs. Bien évidemment, il y a la zone de libre-échange continentale africaine qui arrive et on espère que cette zone de libre-échange continentale va créer un marché uni en Afrique qui permet aussi d'ajouter de la valeur. Et bien évidemment, la zone de libre-échange continentale africaine aura un protocole sur les questions de concurrence. Et donc, essayons que ces protocoles ou ces instances de concurrence au niveau national va aider, ou bien au niveau continental, va aider les pays à se doter d'institutions assez fortes pour aider les petits agriculteurs ou les petits producteurs pour faire face aux grands commerçants. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci pour votre attention. Je suis maintenant prêt à répondre à des questions s'il y en a. Merci beaucoup et puis merci PropSec pour l'invitation. Merci beaucoup, Komi, pour cette présentation très instructive. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Hein? Oui, parfait de mon côté. Voilà, très bien, très bien. Donc, c'est vraiment très instructif. Donc, vous avez commencé par un constat, à savoir, lorsqu'on regarde la chaîne de valeur mondiale au niveau de ce marché du cacao, généralement, les producteurs ne captent que 7%, ce qui est relativement très faible. Et là, vous posez la question de savoir si, avec les réformes de libéralisation qu'on a connues dans les années 80 et 90, à travers donc plus de concurrence et moins de distorsion, est-ce que cela amènerait peut-être un meilleur alignement des prix des hauts producteurs aux cours mondiaux? Ce que vous avez pu montrer, c'est qu'effectivement, on a cet alignement qui est de plus en plus renforcé, mais pas suffisamment pour pouvoir peut-être améliorer de façon significative les revenus de nos agriculteurs. Donc, c'est ce qu'on a pu saisir à partir de votre présentation. Donc, il y aura des questions-réponses. Donc, peut-être que je vais commencer par moi-même. Donc, c'est un papier quand même très intéressant et je pense que la revue que vous aviez choisie comme support de publication est également très connue, Journal African Trade.
Donc, ce que je voulais soulever ici comme question, Oui, c'est vous avez donc, dans votre modèle-là, vous avez considéré que je veux dire, la relation causale, c'est du prix international au prix domestique. Donc, ça veut dire oui, que vous faites l'hypothèse que le prix international est exogène. Donc, oui, maintenant, en fait, le sens économique de ça, c'est que là, vous dites que c'est des pays qui sont relativement petits, donc preneurs de prix. Donc, ce oui. qu'on appelle petits pays, grands pays, etc. Maintenant, moi, la question que j'ai, c'est comment vous pouvez expliquer cela? Parce que quand même, c'est des pays qui sont relativement très grands en termes de part de marché. Donc, sur quoi vous êtes basé pour dire que voilà, on va considérer que c'est le cas de petits pays et considérer le prix international comme très élevé. Si vous pouvez un peu expliquer ça. D'accord. Je suis de temps que je ferme, je mute certains. En fait, couper les micros de tout le monde là. Oui, Oui, tous les participants là, vous pouvez couper vos microphones s'il vous plaît. oui. Les participants, coupez vos micros parce que c'est un peu difficile de faire les présentations et de couper les micros aussi en même temps, s'il vous plaît. Alors, je reviens à peu près sur la relation dont vous parliez. Alors, le prix, oui. Le prix sur le marché du cacao, voilà, le prix, les prix mondiaux, les cours mondiaux, dans notre relation, c'était la variable exogène X et les prix nationaux Y. Euh, Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez les pays africains comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, à eux deux, produisent plus de la moitié du cacao, des fèves de cacao transigées sur les marchés mondiaux. Mais le prix de ces fèves de cacao, malheureusement, les prix sont fixés sur les marchés à Londres ou les marchés euh, de New York. Alors, ce qui se passe historiquement, c'est vrai que ces marchés, ce sont des marchés de Londres et New York, c'est des marchés où on transige habituellement les matières premières. Donc, c'est resté. L'Afrique n'a pas pu s'imposer en termes d'avoir un marché de référence en Afrique. Et ce qui se passe, pourquoi donc euh, les prix mondiaux, c'est plutôt les prix mondiaux qui sont exogènes, c'est que sur les marchés mondiaux, il y a des contrats à terme. Ça veut dire que les négociants et les vendeurs, les négociants et les acheteurs de cacao tombent d'accord sur des prix à terme. Ça veut dire sur 3 mois. Et donc, en ces prix-là, bien évidemment, ça dépend de la demande et de l'offre aussi sur l'année ou des saisons, de ce qui est anticipé. Les négociants vont donc estimer les coûts de transaction et bénéfices pour déterminer les prix plutôt aux producteurs. Donc, si les prix de ces contrats à terme baissent, peut-être la demande n'est pas assez élevée, ça veut dire que les prix aux producteurs aussi vont baisser. Et justement, c'est pour éviter qu'il y ait une trop baisse, par exemple, de ces prix aux producteurs, que les gouvernements dans les pays ont fixé des prix minimums. Mais, même malheureusement, il n'y a pas encore eu d'accord entre les pays producteurs, comme il peut y avoir des accords au niveau de l'OPEP pour voilà, impacter la production et évidemment les prix. Mais récemment, il y a le Ghana et la Côte d'Ivoire qui sont en train de créer ensemble une institution commune de cacao pour essayer d'impacter ces prix-là. Donc, si les pays producteurs de cacao arrivent à s'entendre, ils peuvent impacter ces prix. Mais actuellement, le mécanisme de détermination à travers les contrats à terme et autres font que les prix sur les marchés mondiaux sont exogènes par rapport aux prix aux producteurs.
Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, merci pour la réponse. Je crois qu'il y a Merci. quelqu'un qui a levé la main là. C'est qui? 99, 87, 25. Là. Alors, bonjour, monsieur Sek. Bonjour, monsieur Komi. Bonjour. Oui. Moi, j'aurais deux questions à vous poser là-dessus. OK, allez-y, s'il vous plaît. La première des questions, c'est l'union de producteurs permet une augmentation de prix à la production ou bien comment? Allez, vous êtes là? Je vous ai un peu perdu. Oui. Je disais, Oui, l'union de producteurs, c'est-à-dire les agriculteurs, oui. permet-il une augmentation de prix à la production? OK. Augmentation des... La deuxième question, Oui, quel serait l'impact de la zone de libre-échange si on faisait une transformation locale de cacao? est-ce que vous pouvez répéter la question parce que je vous ai perdu un peu en début? Transformation locale et quoi? J'ai dit, Oui. l'union de producteurs permet-il une augmentation de prix à la production? D'accord, parfait, oui. La deuxième question, oui. Quel serait l'impact de la zone de libre-échange sur la transformation si elle était faite au niveau local? OK, au niveau local. OK, parfait. Merci. Très bonne question. Je pense que la première question qui est assez pertinente, c'est de savoir si l'Union peut faire augmenter les prix. Oui, si on se base sur le fait que, bon, l'Union fait la force, hein. Donc, ce qui se passe au niveau du cacao et certainement au niveau du café et d'autres produits, hein, du riz et autres, c'est que vous avez des petits producteurs qui produisent une bonne partie des fèves de cacao. Et en face d'eux, vous avez un nombre limité de négociants. Il y a une étude, en regardant le marché du cacao, par exemple, 2016-2017, il y a 3 grandes entreprises négociants au monde qui achètent la moitié, hein, presque la moitié des fèves de cacao. Donc, on a une structure oligopsone où on a peu d'acheteurs face à une multitude de vendeurs, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres marchés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donc regrouper effectivement les agriculteurs pour pouvoir leur donner un certain pouvoir de négociation. Aujourd'hui, si vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, des fois, le prix, si le gouvernement fixe un prix minimum, ce prix minimum devient le prix de vente. Pourquoi? Parce que les agriculteurs sont assez dispersés. Ils ne peuvent pas influer sur ces prix-là pour que les négociants puissent leur payer plus. Bien évidemment, il faut savoir aussi que pour les matières premières qui sont cotées sur les marchés mondiaux, vous avez le prix coté au niveau mondial et vous avez aussi donc ce qui limite déjà la marge bénéficiaire pour les entreprises parce qu'ils ne peuvent pas payer, ils ne peuvent pas les vendre au prix au-delà du prix. Donc, ils vont essayer d'augmenter leur marge en minimisant les prix payés aux producteurs. D'où les producteurs doivent être assez forts en termes de... Donc, oui, si on les regroupe de manière assez formelle, ils peuvent négocier de meilleurs prix. Votre deuxième point sur qu'est-ce que la ZLECAf pourrait apporter. Alors, comme vous savez aujourd'hui, la ZLECAf vise à intégrer les marchés africains à travers la réduction de tarifs et de barrières non tarifaires. Vous voyez aujourd'hui que l'Afrique, il y a beaucoup de produits que l'Afrique, surtout les matières premières que l'Afrique exporte, et au même moment,
on importe ces produits transformés. Ça existe toujours. Souvent, c'est aussi dû au fait que les marchés nationaux sont de petite taille qui ne permettent pas au secteur privé de transformer. Maintenant, en ouvrant les marchés, on s'attend à ce que, par exemple, les fèves de cacao puissent circuler à des taux, à des tarifs très bas entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, où on produit, par exemple, le chocolat. Donc, il y a des raisons de croire que la zone de libre-échange continentale va, en effet, promouvoir cette diversification horizontale pour le continent, c'est-à-dire l'Afrique doit produire plus ce qu'elle consomme. Mais sur le terrain, il faut vraiment que le secteur privé puisse savoir identifier ces opportunités de marché pour pouvoir transformer, sachant qu'il y aura une compétition accrue aussi au niveau mondial. Donc, ce n'est pas uniquement l'Afrique, mais il y aura de la compétition toujours au niveau mondial, surtout sur la chaîne de valeur du cacao, parce que le chocolat est très demandé aussi dans les pays en Europe comme aux États-Unis. J'espère que j'ai apporté quelques éléments de réponse à vos questions. Merci. Merci, monsieur Tony. Bon, là, ce que j'ai pu retenir de votre intervention, qu'on remarque que l'offre de cacao est supérieure à la demande. C'est pourquoi les acheteurs viennent avec leur petit prix pour nous imposer ce petit prix, si je comprends bien, quoi. Reprenez, s'il vous plaît, parce que je crois la connexion se coupe, donc je n'arrive pas à entendre toute la phrase. En fait, si je reprends ce qu'il vient de dire, vous m'entendez bien, Komi? Oui, je vous entends. Ouais, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'à travers ce que vous venez de dire, il a compris que l'offre est relativement plus importante que la demande sur ce marché. Donc, ce qui explique que les demandeurs externes viennent imposer des prix à nos producteurs. Bon, pas nécessairement. Hein, ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons. La demande, par exemple, de fèves de cacao ne tarit pas sur les marchés mondiaux. La demande ne tarit. Il y a toujours une demande parce qu'effectivement, il y a ceux qui produisent le chocolat et il y a aussi des négociants qui font de la pure spéculation sur les produits-là. Donc, non, pas nécessairement l'offre qui est. Des fois, il y a des années où la production peut être plus abondante, mais c'est le fait qu'il y a un marché mondial qui fixe les prix dépendamment de la demande plutôt, qui fait que les pays, l'existence de ces marchés mondiaux, de ces deux grands marchés à New York et Londres, font que les pays africains, qui sont notamment les grands producteurs, ne peuvent pas aujourd'hui déterminer le prix de vente sur ces marchés-là. Il y a quelques mois, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont fixé des prix de vente de fèves à des montants, 2000 ou 2500 $ la tonne, je ne me rappelle plus, mais il y a eu beaucoup de lobby au niveau international et ils sont revenus sur leur décision. Les deux pays, face aux pressions, vous pouvez imaginer ce qui serait passé sur les producteurs. Il y aurait vraiment des prix énormes. Mais malheureusement, c'est des marchés organisés. C'est difficile de les coûts élevés. Voilà, merci beaucoup, Komi, pour cette réponse. Donc, je crois qu'on a bien compris que le marché, c'est vraiment un jeu continuel de rapport de force. Exactement. Dans un sens ou bien dans un autre, selon les conditions du moment. Exactement. Vous avez parlé de saisonnalité, mais également il y a les questions de politique, political economy, autrement dit les lobbying qu'il faut jouer derrière. Exactement. Donc je crois qu'on va prendre deux interventions. D'abord Konaté. Konaté, vous avez la parole, si vous pouvez désactiver votre microphone. Konaté, oui. Alors bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Sou. Bonjour. Et la présentation était vraiment de très bonne qualité. On a tiré beaucoup d'enseignements. Et moi, ma question porte relativement sur le décalage entre les prix producteurs et les prix mondiaux. OK. Maintenant, est-ce que le taux de change joue ce qu'on appelle
un truc à ce niveau-là. Est-ce que le fait que, d'accord, sur le marché mondial, d'accord, le prix du cacao est fixé en dollars et que nous, producteurs ici, par exemple, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est le franc CFA. Est-ce que cela ne joue pas un peu, d'accord, sur le décalage entre les prix producteurs et les prix mondiaux? Exactement. Oui. C'est ça ma question. Merci. Oui, exactement. Quand vous prenez vous prenez aujourd'hui les prix, effectivement, les taux de change jouent beaucoup sur ces prix-là. Donc, et le taux d'inflation aussi, surtout dans un pays comme le Ghana. Alors, comme vous le savez, je vais donner deux exemples. Vous savez, au Ghana, les prix sont en cédis, les prix aux producteurs. Et souvent, le prix peut être fixé en début de saison pour les producteurs. Mais entre-temps, le cédis aurait déprécié. Il y a eu des années où il y a eu une dépréciation énorme du cédis. Ce qui fait qu'en fin de compte, ce que vous payez aux producteurs en cédis, ça perd de la valeur par rapport à ce qu'ils pourraient avoir si, par exemple, le prix était fixé en dollars pour les producteurs. Il en gagnerait. Donc, est-ce qu'il faut fixer un prix dans ces pays-là? Est-ce qu'il faut fixer plutôt le prix au producteur en dollars et tenir compte des ajustements de taux de change? Ce sont des questions qui peuvent arriver, qui peuvent être posées. Alors, pour les pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, où le franc CFA a un taux fixe par rapport à l'euro, ce qui se passe, c'est que les deux marchés internationaux, les prix sont en Londres, c'est en pound, et aux États-Unis, c'est en dollars. Donc, la fluctuation entre l'euro et le dollar ou l'euro et le pound, donc, à travers le fait que le franc CFA est donc ajusté à une parité fixe avec l'euro, donc ça vient affecter le prix aux producteurs quand on le rapporte en monnaie étrangère, en dollars ou en euros et autres. Il y a eu une tentative, il y a quelques années, de créer un marché mondial en euros. Mais ça n'a pas vraiment marché. Je pense que ça a été probablement abandonné. Ou l'idée, c'était de négocier ces contrats-là de fèves de cacao en euros, vu qu'on a pas mal de producteurs qui utilisent le franc CFA, mais les négociants étaient plus ou moins habitués à ces deux marchés de Londres et de New York, qui fait que ça n'a pas vraiment pris par rapport à ce nouveau marché. Mais la question qui peut se poser, est-ce que qui doit faire l'objet de recherche, est-ce qu'on peut avoir un marché en Afrique intégré où on peut négocier les produits, où au moins l'Afrique demeure le plus important producteur? On peut prendre le cacao et bien évidemment d'autres produits. Mais pour le moment, on n'a pas, comme vous le savez, on n'a pas de marché structuré de négociation des matières premières en Afrique. C'est plus des marchés qui ne sont pas intégrés. On a un marché peut-être en Afrique du Sud, dans tel pays, on n'a pas un marché sous-régional ou un grand marché régional qui permet d'avoir ce pouvoir-là. Mais espérons, ce sont des sujets de recherche. Est-ce qu'on peut créer un marché sous-régional pour les produits, les matières premières en Afrique? Très bien. Merci beaucoup. Merci Konaté, merci Komi pour la réponse. Ça, c'est vraiment un enjeu capital. Hein? Donc, comment faire en sorte que je veux dire, la monnaie ne soit pas un instrument artificiel qui pourrait aller, par exemple, à l'encontre de la rémunération de nos agriculteurs. Parce que lorsque vous avez un produit qui n'est pas très favorable, ça veut dire que pour la même quantité que vous amenez sur le marché, vous risquez d'avoir des revenus relativement très faibles. Donc, ça veut dire qu'à l'échelle continentale, il y a vraiment un enjeu important à ce niveau-là. Autrement dit, développer une chaîne de valeur suffisamment structurée qui va par exemple de la production jusqu'à la consommation finale, de façon à ce que les différents acteurs puissent tirer le maximum de gains et que ces gains également puissent rester au niveau du schéma continental. Ça, je crois que c'est que Komi, on aurait suggéré que vous fassiez dans le cadre de votre travail,
c'est que dans le cas de votre modèle, par exemple, vous aurez pu contrôler ces variables-là et puis ça nous aurait renseigné, par exemple, sur les contributions dans cet écart qu'on peut constater entre les prix aux producteurs et les prix sur les marchés mondiaux. Par exemple, moi, j'aurais voulu que vous mettiez, par exemple, le taux d'inflation, le taux de change aussi, qu'on voit explicative du prix aux producteurs, mais également la structure du marché domestique. Est-ce qu'il est concurrentiel? Est-ce qu'on a suffisamment d'acteurs? Également, le schéma d'organisation de ces différentes filières dans les différents pays. Là. Donc, je pense que ça nous aurait donc donné peut-être un peu plus d'aperçu sur l'écart qui est constaté, qui peut être dû effectivement à ces réformes, c'est ça que vous avez cherché à modéliser, les réformes qui vont dans le sens de la libéralisation, mais également des facteurs purement internes, comme on a dit, le taux de change, le taux d'inflation, la structure des marchés, l'organisation même de ces marchés avec les interventions de l'État. Donc, je crois que ça pourrait donner lieu à des réflexions additionnelles, peut-être dans le cas d'un papier ultérieur. Et je crois que c'est un peu l'objet de nos différentes rencontres-là. Cela veut dire qu'une fois que nous amenons une problématique, on essaie de voir la réflexion qui a été proposée autour de ça. Et ensuite, maintenant, engager la réflexion pour aller peut-être vers d'autres d'autres recherches, parce que la plupart d'entre nous ici, nous sommes des chercheurs. Et la recherche nourrit la recherche. Ça veut dire que ce que vous avez présenté ici, ça nous donne vraiment des idées additionnelles de recherche là. Donc, je vais prendre peut-être le dernier intervenant, Sam. Merci beaucoup. Merci, Konaté, pour Merci beaucoup, professeur. Merci, monsieur. Merci. Sam, vous avez la parole. Merci prof Sec. Merci, Koumi, pour cette brillante présentation et très instructive. J'ai une préoccupation. Ma préoccupation est en termes de contribution aussi, et avoir votre analyse par rapport à cela. Sur les produits, le cacao, moi je pense que le fait est que nous produisons un produit, excusez la tautologie, qui est prioritairement à destination d'une cible occidentale. Vous avez dit le prix se détermine à Londres et consorts. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde aime le chocolat, mais quand je regarde, moi je suis au Sénégal, je suis en Afrique de l'Ouest, quand je regarde un peu la grande masse des Africains, leur premier produit de consommation, ce n'est pas le chocolat. Donc, du coup, est-ce que nous ne sommes pas toujours dans cette économie de rente qui consiste à produire des choses pour faire rentrer des devises dans la caisse des États? Et si c'est dans cela, ça serait très difficile, on risque d'y rester, ça serait très difficile d'amorcer une quelconque transformation de ce produit. Peut-être qu'il va déjà falloir que nous commencions déjà par consommer les dérivés de ce produit-là. Donc, c'est pourquoi je dis que ma préoccupation est vraiment, peut-être c'est pour avoir votre point de vue sur la question. Au passage, je réitère que j'ai bien appris de votre présentation et surtout de sa qualité. Merci à vous et merci à Prof Sec. Merci Sam. Oui, effectivement, vous avez raison sur... Et je pense que c'est des points importants que vous avez soulevés. Bien évidemment, tu vas voir que ceux qui ne connaissent pas le marché ou comment ça fonctionne vont toujours dire pourquoi on ne peut pas augmenter le prix facilement, comment ça se passe, pourquoi on ne peut pas produire localement. Et un des points que vous avez soulevés, c'est que quand on voit le marché du chocolat, il y a une proximité par rapport au marché consommateur. Et aujourd'hui, même si les pays africains consomment du chocolat et autres, les principaux consommateurs se retrouvent toujours encore en Europe. Par exemple, actuellement, je suis à Genève et puis la France a fermé à cause de Covid. N'a pas fermé les frontières, mais on demande aux gens de ne pas aller skier. Et qu'est-ce qui se passe? La Suisse n'a pas fermé. Et donc, il y a des jokes qui disent que les gens vont dire « je vais aller en Suisse pour acheter du chocolat et profiter pour aller skier ». Alors, on a toujours les marchés de chocolat. Les plus grands marchés, c'est en Asie, la Chine, par exemple, aux États-Unis et autres. Ce qui fait que les grands producteurs de chocolat trouvent bénéfique de se focaliser, de s'implanter toujours sur ces marchés-là.
Sous-entendu, hein, il y a toute une machine, emploi et autres, qui fait que ces entreprises ne sont pas encore prêtes à se délocaliser, venir s'installer en Afrique pour produire. Mais ces dernières années, on a quand même de l'évolution où il y a des transformations de fèves de cacao en Afrique, que ce soit pour produire les beurres de cacao ou des poudres de cacao. Après, ces entreprises qui s'installent, qui produisent, qui transforment au moins un peu avant d'exporter ou de vendre ça en Afrique, c'est que le cacao, la production du cacao est capital intensive. Ça utilise beaucoup plus de machines et autres que de la main-d'œuvre. Des fois, c'est difficile de voir la valeur même qui est créée. Mais le cacao, que ce soit le cacao, par exemple, le cacao noir, a des avantages, a des bénéfices sur la santé qu'il ne faut pas négliger non plus. Et au niveau des questions cosmétiques, on utilise beaucoup plus, de plus en plus les beurres ou à partir de cacao pour tout ce qui est cosmétique. Donc, il y a un certain nombre d'avantages à transformer le cacao. Mais la question, puisque dans tous les cas, je pense que au-delà du fait que pour les gouvernements qui dans les pays producteurs, c'est aussi, c'est aussi une source de revenus. Mais il faut nécessairement transformer un peu plus au moins, même si on ne va pas nécessairement jusqu'à la valeur supérieure de la chaîne de valeur. On peut toujours transformer et ajouter de la valeur localement. Il y a un graphique qui a des données, par exemple, quand vous voyez au Brésil et en Indonésie, plus la majeure partie de la valeur est créée sur les segments à forte valeur ajoutée comme beurre de cacao, poudre de cacao. Mais en Afrique, la valeur qui est créée, c'est vraiment au niveau des fèves de cacao. Alors que ces pays comme Brésil et Indonésie sont aussi des pays en développement, comme les autres pays africains. Mais comment se fait-il qu'on arrive à acheter plus de valeur là-bas et qu'on vend dans les marchés régionaux et pourquoi pas en Afrique? Donc voilà, est-ce que les réformes, incluant celles qui vont être entreprises dans le cadre de la zone de l'ASELECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, vont permettre de changer? Mais merci pour vos commentaires, c'est quand même assez pertinent. Oui, merci, Komi. Donc, je crois qu'on a bien saisi cela aussi. Hein. Donc, il y a vraiment cette bataille qui reste à être gagnée. Et ça, c'est depuis, je crois, les indépendances, avec les spécialisations. Souvent, il y en a qui parlent de spécialisation appauvrissante. C'est-à-dire, on va aller vers ces produits sur ces marchés. Mais généralement, on se contente souvent, comme vous dites, de 7%, par exemple, de cette valeur de cette chaîne au niveau mondial. Là. Donc, l'idée maintenant, c'est de voir comment monter, aller de 7% peut-être à 40%, 60%, 70%. Parce que comme vous avez montré, donc, la plus grande valeur se trouve vraiment à ce niveau le plus élevé possible. Donc, je crois que vous avez donné une réponse, dire que peut-être quand on va vers le sens de la libéralisation, ça peut nous permettre peut-être d'avoir, de relever un peu, de modifier ce partage de la valeur à l'échelle mondiale au profit de nos producteurs. Mais on a également d'autres instruments qu'on pourrait utiliser. Par exemple, vous avez parlé de la ZLECAF qui pourrait réorganiser le marché national et créer des opportunités de transformation. Et là, effectivement, on pourrait aller dans le sens de capter plus de valeur au niveau de ces chaînes-là. Maintenant, je crois qu'il y a deux questions. Je vais juste les... En fait, la première question, je crois qu'on en a parlé, c'est celle de Sifal. Donc, lui, il dit que dans la relation cours mondiaux et prix domestiques, est-ce qu'on peut envisager la relation inverse? Et ça, je crois qu'on en avait parlé, avec l'hypothèse qu'on peut faire, est-ce que ces pays producteurs, c'est de petits pays sur les marchés ou bien de grands pays? Donc, vous avez mis en avant l'hypothèse de petits pays qui ferait qu'il n'aurait pas d'incidence significative sur le cours du marché mondial. Maintenant, apparemment, s'il pose la question, bon, peut-être qu'il n'a pas entendu, ou bien peut-être qu'il veut revenir là-dessus. Peut-être que c'est une question qu'on pourrait trancher du point de vue statistique et économétrique. C'est vrai qu'on peut amener un argumentaire qui parle dans le sens, effectivement, nous sommes de petits pays en la matière. Bon, mais si on regarde un peu la configuration de ces marchés, souvent on nous dit, par exemple,
Côte d'Ivoire, gros producteur de cacao, Ghana, gros producteur, vous êtes revenu là-dessus. Quelqu'un pourrait dire qu'effectivement, si on va dans ce sens, où ces deux pays, peut-être près de la moitié de l'offre mondiale, donc on pourrait considérer que c'est effectivement de grands pays. Donc le débat est là, mais je crois qu'une façon de trancher ce débat-là de façon économétrique statistique, c'est d'amener les procédures de tests de causalité. Oui. Bon, il y a une procédure traditionnelle de Granger, test de causalité de Granger qu'on utilisait. Maintenant, il y a une procédure plus récente de Toda et Yamamoto, donc qui permet de voir effectivement est-ce qu'à travers les propriétés statistiques comparatives, on pourrait aller dans un sens ou bien dans les deux sens. Et puisqu'on a maintenant d'un pays à l'autre, peut-être que pour certains pays, on peut les considérer comme grands, d'autres petits, etc. Donc je crois que le débat est ouvert, hein, et quelqu'un qui veut faire un travail de recherche additionnel pourrait vraiment abonder dans ce sens-là. Il pourrait effectivement tester en termes économétriques est-ce que la relation devait aller dans les deux sens ou bien est-ce qu'un sens doit être privilégié par rapport à l'autre. Je crois qu'on en avait un peu parlé. Il y a une autre question. Bon, vraiment, je vais essayer de terminer avec cette question-là. Hein, parce que le temps nous rattrape là. Donc, ça, c'est M. Guillaume Pascal. Donc, il dit est-ce qu'on peut utiliser l'instrument de la politique monétaire pour maîtriser la volatilité des cours des matières premières comme le cacao? Parce que la politique monétaire pourrait être un instrument de contrôle, de mesure, ou bien même de lisser un peu cette volatilité des prix. Alors, pour cette question, aujourd'hui, en Afrique, les instruments de politique monétaire vont peu influer sur les prix mondiaux. Bien évidemment, comme on l'a dit, on a discuté précédemment, la détermination des prix mondiaux dépend d'un certain des facteurs de demande et d'offre au niveau mondial, au-delà de ce qu'un pays peut imposer. Après, au niveau national, oui, on peut stabiliser les prix payés aux producteurs à travers quelques instruments. Mais aujourd'hui, ce que les pays pourraient faire, c'est plus les instruments de gestion de risque de prix. Que malheureusement, en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a certains pays qui vont aller avoir des contrats à terme sur, par exemple, les marchandises, sur le cacao. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des marchés à terme sur le cacao qui fait que vous pouvez dès à présent savoir combien vous recevrez. Si vous signez des contrats à terme, combien vous recevrez en vendant une tonne de cacao dans 3 mois. Dans certains pays, on a demandé aussi aux négociants d'avoir ce type de contrat avec les agriculteurs. Et ce n'est pas des contrats qui sont compliqués. C'est des contrats qui existent. Même sur le marché informel, vous avez un acheteur qui signe un contrat avec, j'ai oublié le terme en français, qui signe un contrat avec le paysan pour acheter sa production à un prix donné, une certaine quantité à la fin de l'année de production. Donc, mais au niveau du cacao, il y a des contrats des marchés plus structurés. Donc, c'est plus ces contrats, ces instruments de gestion qui vont permettre donc de réduire la volatilité. Mais comme vous le savez, les instruments gérés à un coût. Donc, vous devez payer un coût. Il y a des types de contrats comme des contrats à terme qui n'ont pas nécessairement de coût, mais vous avez des contrats comme les options qui ont des coûts. Vous payez. Donc, dépendamment du type de contrat que vous... certains ne veulent pas gérer le risque parce que le risque a un coût. Ils veulent subir ce que le marché donne. Et souvent en Afrique, il faut reconnaître aussi qu'on est réfractaire à tout instrument complexe de gestion de risque. On veut juste prendre ce que la nature nous donne. Et donc, généralement, on subit le marché plutôt que de gérer en payant une prime. Mais je crois que ça change de plus en plus. Mais effectivement, il faut voir quels sont les instruments qui peuvent, je pense que c'est un sujet de recherche aussi, qui peuvent permettre de réduire la volatilité des prix des denrées alimentaires sur les producteurs, les petits ou les grands producteurs. Je pense que c'est des sujets de recherche par rapport à des secteurs spécifiques.
Voilà, merci. Donc, ça, c'est également une question très intéressante, hein, parce que quand vous avez des producteurs qui sont vraiment tournés vers le marché international, un marché souvent qu'ils ne maîtrisent pas, si nous allons toujours dans la direction de petits pays qui ne peuvent pas influer sur la dynamique du marché international, c'est évident que le prix est une donne. Donc, il peut fluctuer dans un sens ou bien dans un autre. Donc, cette volatilité maintenant correspond effectivement à des risques relativement important. Et comme vous avez dit, hein, on a beaucoup d'instruments, mais vous allez voir que la plupart de ces instruments ont d'abord été développés dans le monde financier. Vous avez parlé par exemple des options, mais également on a les matières premières avec les marchés à terme. Peut-être vous avez oublié de le signaler, il y a un marché important qui est à Chicago sur les matières premières. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très intéressant. Maintenant, de plus en plus, c'est des options qu'on envisage. Mais souvent, au niveau national, peut-être que si vous êtes preneur de prix, au niveau international, vous n'avez pas tellement une maîtrise. Là, vous faites que subir le prix qui vous arrive. Maintenant, l'idée, c'est peut-être d'avoir des instruments qui permettent peut-être de dissocier, si vous voulez, le prix international et ce que les producteurs gagnent. Et c'est là où, par exemple, vous pouvez utiliser des instruments. Bon, pourquoi pas. Au Sénégal, on a eu, dans les années 80, ce qu'on a appelé la caisse de péréquation et de stabilisation des prix. Donc, l'idée, par exemple, c'est de dire, voilà, les producteurs, on va leur assurer un prix donné, c'est le système de prix de garantie, peut-être 100 000 francs la tonne. Et là, maintenant, si à un moment donné, on est en bonne période où le prix international, c'est peut-être 200 000 ou 150 000, donc l'excédent, on le prend et on le met en caisse. Et ça va servir maintenant les années à venir si le marché est défavorable et que maintenant, les 100 000 qu'on leur assure, là, le marché leur donne peut-être 80, donc là, on leur compense ces différences-là. Mais avec la libéralisation, c'est les initiatives publiques qui ont presque disparu. Donc l'idée, c'est de voir maintenant comment utiliser effectivement les instruments de marché. Et moi, je privilégie également l'instrument fiscal qui pourrait aller, par exemple, dans le sens de redistribuer un peu ces revenus entre les moments difficiles et les moments relativement favorables. Donc, je crois que le débat est ouvert, la volatilité est là, c'est des marchés qui sont relativement très instables, mais les instruments de marché sont là, tels que le marché à terme, les marchés d'options par exemple. Pourquoi ne pas ramener les caisses de péréquation et de stabilisation avec des outils fiscaux qui sont vraiment très adaptés. Voilà, donc je crois que c'est les derniers mots. Il y a d'autres questions, hein, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Et le débat continue, hein, parce que, bon, comme on l'a dit, c'est une vidéo qu'on va poster au niveau de notre chaîne YouTube. Et puis, le débat continue. Donc, nous invitons également Komi à pouvoir venir peut-être répondre à certaines questions qui seraient posées et qu'on n'a pas eu l'occasion de soulever ici. Voilà, donc, Komi, peut-être vos derniers mots. Merci. Je pense qu'effectivement, le débat continue. Vous m'envoyez le lien vers les plateformes où on peut continuer par s'en discuter. Si jamais vous avez aussi ou bien des collègues à des sujets ou bien d'autres questions, je pense que vous avez mon email. Vous pouvez toujours m'écrire. Si vous avez de nouveaux sujets, on peut toujours collaborer, co-publier, même si cette année, il y a un certain nombre d'éléments déjà, mais l'année prochaine, s'il y a de nouveaux sujets de recherche, on peut co-publier, pourquoi pas. Ouais. Voilà, donc, merci pour l'invitation. Je pense qu'on a besoin de toutes ces plateformes-là pour échanger, voir comment nos recherches peuvent appuyer les politiques. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je crois au nom de tout le monde, nous vous remercions et nous comptons vous recevoir sur cette plateforme très bientôt pour la présentation d'autres travaux de recherche. Ensuite, l'offre de collaboration est bien lancée. Hein? Donc, merci, oui. Il y aura effectivement des possibilités de mettre ça en pratique. Voilà. Merci beaucoup, cher Komi. Merci à tout le monde. Et puis, bon week-end. Dans un mois, on se retrouve. Merci. Bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.